Mais elle est où? Caro? Je suis là. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je remplace Marie-Jo aujourd'hui. Tu sais, les femmes peuvent tout faire, savent tout faire. Ah bon? Même dans le milieu scientifique? Oui, surtout dans le milieu scientifique, fais pas le malin. Bon, ça va, on en parle avec nos invités, c'est mieux. À tout de suite. Allez. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez sur cette seconde partie de Via Novo. Au sommaire aujourd'hui, la place des femmes dans le monde scientifique. Nos invités reviendront sur leur cursus et leur carrière dans ce milieu où les femmes sont encore sous-représentées. Et puis, Faustine, vous faites bien de rire. Vous êtes là avec nous, ça va? Tout à fait, ça va très bien. Alors nous, on va essayer de recycler les téléphones portables? Exactement, on va comprendre pourquoi il faut recycler. Bon, alors vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano et nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec nos invités tout à l'heure lors du débat. On va passer à la revue de presse. Et aujourd'hui, il n'y a pas Marie-Jo. Elle est où, Marie-Jo? Elle est partie. Elle est partie à Bastia pour Artemar avec Célia. Avec Célia pour le rendez-vous. Alors on va essayer de pas trop lui faire honte aujourd'hui. Voilà. Voilà, on va essayer de faire les choses bien. Bon, alors Caroline, le changement, c'est maintenant. Oui, effectivement. En tout cas, il y a intérêt, si on en croit Libération, le changement sera climatique ou ne sera pas, ou nous ne serons plus exactement, si on est égoïste. Le quotidien revient sur le rapport du GIEC, le groupe des experts du climat, et sur sa principale conclusion largement connue et partagée. Pour éviter les impacts majeurs sur l'humanité, il faudrait que la hausse des températures plafonne à 1,5 degré. On ne compte plus d'ailleurs les phénomènes remarquables climatiques. Pas plus tard qu'hier à Ajaccio, on a enregistré un nouveau record, à peu près, très exactement plutôt, 13,6 mm de pluie de précipitation en 6 minutes. Le dernier record, c'était en 2013 avec 12,8 mm. Alors, même inquiétude du côté de l'humanité. Le quotidien pointe, lui, la nécessité de revoir le système de production, nos systèmes de production, et d'investir massivement, notamment dans la transition énergétique. En résumé, il faut que le gouvernement et les gouvernements fassent plus vite, plus fort et mieux, en tout cas. Encore faut-il qu'il y ait un gouvernement. C'est pas faux. Oui. Alors, le changement pour le JDD, le journal du dimanche, c'est aussi le changement politique. Alors, le JDD nous emmène dans les coulisses du remaniement ministériel. L'hebdomadaire nous apprend qu'Emmanuel Macron mise sur un large remaniement de son équipe pour donner un nouveau souffle à sa présidence. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre, devrait démissionner, puis être renommé dans la foulée et passer devant l'Assemblée nationale pour un vote de confiance. Tout va bien, c'est de la politique, c'est pas grave. Alors, au jeu des 7 familles version marocain ministériel, le JDD croit savoir que Jean Castex tient la corde pour l'intérieur. Il succède donc à Gérard Collomb, puis Édouard Philippe par intérim. Énarque, conseiller aux affaires sociales, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée sous l'ère Sarkozy, ce qui fait grincer pas mal de dents du côté de la Macronie. Quoi qu'il en soit, réponse dans quelques jours, voire dans quelques heures. Allez, des heures qui seront critiques du côté du Cap Corse. Oui, et ça c'est Corse Matin qui nous le dit, après la collision des 2 navires au large du Cap Corse. Alors, pas de blessés humains à dénombrer, mais des risques pour l'environnement avec le désencastrage des 2 bateaux. Alors, une nappe d'hydrocarbures aurait été repérée au large du Cap. Bon, en bref, dans le reste du monde, alors, ma chère Caroline. Alors, pas certaine que ce soit plus gai, hein. Le Monde revient sur le premier anniversaire du mouvement MeToo. Elle est Marie-Jo, je peux pas. Bon, on commence bien la semaine, oui. comme ça. Hein. Mais oui, alors, très bien. Pour le premier anniversaire du mouvement MeToo, ce mouvement féministe, on le fête avec quoi aux États-Unis? On le fête avec la nomination du juge Brett Kavanaugh, au-delà du conservatisme, et accusé en plus d'agression sexuelle, non poursuivi ni condamné, je le rappelle, accusé. Et puis le Wall Street Journal, lui, place le Brésilien, je vais le lire, Bolsonaro, candidat d'extrême droite, à sa une. Il est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il est bon. Alors j'ai appris que la voie du progrès n'était ni rapide, ni facile.
Alors je suis épatée, Florian, que vous me citiez comme ça, de manière totalement spontanée, Marie Curie, la seule femme à avoir été lauréate de 2 prix Nobel physique et chimie, c'était 1903-1911 de mémoire. Et ou pas. Et pas mal, vous êtes bien. Et je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce que le site La Croix prend les paris pour le dernier prix Nobel à remettre. Ce sera le prix Nobel d'économie et ce sera aujourd'hui. Il serait en lien avec le climat et le développement. La boucle est donc bouclée. Manquerait plus que ce soit une femme qui l'emporte, mais ça, ce n'est pas gagné. Et on verra ça lors du débat, alors c'est le sujet. Tout à fait. C'est plutôt bien. Ça tombe bien. Mais merci. Mais je vous en prie. Vous êtes pas mal, hein, mais écoutez, j'ai essayé de faire honneur à Marie-Jo. Moi, je trouve que Marie-Jo devrait s'inquiéter un peu, quand même. Voilà, elles sont à côté de vous, quand même. Oui, allez, venez, revenez. Vous manquez. Revenez. Faustine, comment ça va depuis tout à l'heure ? Très bien. Il était pas mal le petit dessert d'Alexis. C'était délicieux, c'était délicieux. Très bon. Très bon, très léger, très frais. On a adoré. Alors, Faustine, on recycle les vieux portables. Exactement, Oui. moi je continue avec des bonnes nouvelles. Oui, on voit. Non, ça va, ça peut aller. Non, ça va pas. Ça va pas, vous allez comprendre pourquoi. D'accord, oui. Il est vieux, il est cassé et dort tranquillement dans notre tiroir. Je parle évidemment de ces vieux... Pardon, monsieur Faustine. De ces vieux téléphones, enfin, mon Florian. Pardon. Dont on ne sait pas quoi faire, mais qu'on ne jette pas pour autant, justement. D'ici 2019, le gouvernement envisage un dispositif de reprise des anciens téléphones. Mais que faire en attendant ? On va commencer par quelques chiffres de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 30 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs pour une valeur de 7 milliards d'euros. Seulement 15% des téléphones sont recyclés, sachant qu'un smartphone pèse 300 grammes, dont 250 grammes de matière recyclable. Au-delà de ces chiffres, c'est important de savoir ce que coûte la fabrication d'un téléphone. Pas en argent, mais en ressources à notre planète. Et les données sont assez surprenantes. Un téléphone voyage plus que vous. Il fait 4 fois le tour du monde de sa conception à sa distribution. Il contient 50 métaux différents, dont 15 rares. Dans un téléphone, il y a de l'or, de l'argent, de la platine. Ce qui commence à faire débat sur la production de téléphones, c'est l'extraction minière qui en résulte, que ce soit en Chine ou en Afrique. Fabriquer un téléphone a des conséquences éthiques et sociales très importantes, et ce, sous le couvert des grandes entreprises qui les produisent. Plus l'écran est grand, plus l'impact est important. Ce que préconise l'ADEME en premier lieu, c'est d'abord de limiter le renouvellement du téléphone. Mais là encore, les géants de la téléphonie et le ministère de la Transition écologique ne sont pas vraiment d'accord. Les premiers nous disent évidemment qu'un téléphone a une durée de vie de 2 ans parce que sinon il ne marche plus. Le fait est, c'est qu'au-delà de 2 ans et demi, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les ventes qui chutent de 17%. Les seconds, en revanche, nous disent qu'il faudrait le garder au moins 5 ans pour permettre aux matières premières qui le composent de se renouveler. Vous allez me dire, OK, mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ? La première chose, c'est évidemment de ramener le téléphone chez son opérateur, qui le reprend et qui est dans l'obligation légale de le faire. Mais si on veut rompre cette relation exclusive, certains ont eu des idées, notamment pas très loin de chez nous, avec Volpi, qui est une création locale. Volpi permet de monnayer son vieux mobile. Alors, soit on le vend, soit on l'échange contre un neuf ou un reconditionné. La démarche est assez simple. On remplit un questionnaire, on choisit son téléphone, on envoie le vieux, on paye la différence et on peut même payer en plusieurs fois. Que demander de plus ? C'est super. Oui. Et en plus, Volpi s'intègre et se revendique acteur de l'économie circulaire, c'est-à-dire une façon de changer notre conception de consommer. Chez Volpi, pour chaque téléphone récolté, 2 € sont reversés à Pure Project, qui finance des projets de reforestation dans le monde. Dans le même ordre d'idées, les gros s'y sont mis aussi. La Fnac et Cdiscount proposent de reprendre les vieux portables, vieilles tablettes, etc. en échange de bons d'achat. On parle de 30 à 35% de plus que chez un opérateur, ce qui est pas mal quand même. Ils reprennent aussi les téléphones qui ne marchent plus, justement pour en extraire les métaux qui les composent. Pour tout ce qui concerne les autres, les vraiment vieux. Vous vous rappelez des petits, voilà. Oui. Les tout petits. Les tout petits, les mini, les trucs comme ça. Ouais. On n'a pas de marque. Alors, mais aussi, l'électronique en général, on peut évoquer tout simplement l'association Écosystème qui a des points de collecte partout en France, dont en Corse. Ça se présente sous forme de bornes et on n'a qu'à y déposer les objets. Ce sont des appareils qui sont soit recyclés, soit redistribués vers Emmaüs s'ils sont toujours en fonctionnement. Petit conseil lecture pour finir, c'est la BD documentaire Kivu de Jean Van Damme et Christophe Simon. Le Kivu, c'est une plaine en République démocratique du Congo
minéraux. C'est de là qu'on extrait le coltan, un minerai essentiel à la fabrication des téléphones. C'est un commerce juteux, fruit de la mafia et de l'esclavagisme, et dont résulte une immonde violence. C'est ce que raconte cette histoire, et grâce à elle, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ouais. Merci. Prévenu. Beaucoup, Faucille. On se voit quand la semaine prochaine? On se voit mercredi, on se voit mercredi, on se voit jeudi. Moi, je suis en promenade. Bon, mais très bien, allez, profitez bien alors. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la place des femmes dans le monde scientifique. Elles sont encore sous-représentées malgré leur cursus scolaire et universitaire exemplaire, la faute aux stéréotypes culturels, aux idées reçues, au sexisme ambiant. Pour en parler, nous accueillons Elisabeth Ross-Issuter, ingénieure et directrice de Solercia, c'est ça, Oui, Solercia Ingénierie. Nathalie Lametta, enseignante, chercheuse et maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Corse. Et Aïcha Bouredji, enseignante-chercheuse doctorante en économie. Bonjour mesdames, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la saison des Nobel s'achève aujourd'hui avec le Nobel d'économie. Depuis la création de ces prestigieuses récompenses en 1901, le pourcentage de femmes lauréates dans les catégories scientifiques, chimie, physique, économie ou encore médecine, est ridiculement bas, tout juste 3%. C'est 21 femmes pour 682 lauréats. Mieux, ou pire, je ne sais pas. La médaille Fields, donc l'équivalent pour des Nobel en mathématiques, qui est remise tous les 4 ans depuis 1936, n'a récompensé qu'une seule femme, l'Iranienne Mariam Mirzakhani. Alors, mesdames, premier tour de table et prise de parole, votre analyse sur la sous-représentation des femmes dans le monde scientifique. On commence avec vous, Nathalie Lametta. Alors, merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, c'est un constat qu'on peut faire encore aujourd'hui, mais il est quand même à noter qu'on a quand même beaucoup progressé. Et ce qui avait été identifié par Weber au début du XXe siècle comme la clôture sociale, où une catégorie de population bloque l'accès aux ressources et aux avantages liés à une fonction, là, on est d'accord que ça a évolué. On est à peu près autour de 30-35% de femmes ayant des responsabilités dans la recherche en France. Donc, il y a eu des progrès, c'est certain. Maintenant, on est qu'à 30-35%. Oui. Donc, il y a encore une marge de progression qui est certaine. Il y a beaucoup d'éléments qui vont expliquer tout ça, notamment la culture organisationnelle dans laquelle évoluent ces femmes. Parce que quand on est dans des entreprises, dans des institutions qui ont été créées il y a plusieurs siècles, qu'elles ont été historiquement dirigées par des hommes, parce que même il y a le poids des années, la tradition. Il y a le poids de la culture, et la culture résulte de l'histoire. Et historiquement, c'est les hommes qui étaient aux manettes de ces fonctions-là. Et c'est parce que les femmes ne travaillaient pas, culturellement, c'était comme ça. Mais en même temps, quand on est en charge des responsabilités, on décrète quels sont les critères sur lesquels on va sélectionner et sur lesquels on va faire évoluer l'ensemble des personnes qui pourraient prétendre à des responsabilités. Et donc, entre l'éducation, où on va éduquer une fille dans la modération, la douceur, alors qu'un garçon, on va plus aller vers le dépassement de soi, le challenge, l'esprit de compétition, des critères qui sont établis par des hommes et qui, certes, peuvent paraître objectifs, parce que quand on interroge les hommes, ou les femmes d'ailleurs, la plupart du temps, les gens, on peut avoir une perception que finalement le genre n'a pas d'impact sur ces évolutions-là. Pour autant, est-ce que les critères sont suffisamment adaptés aux femmes? On peut se poser la question. Alors, Aïcha, justement, bonjour. Votre sentiment, pourquoi vous-même, de manière très personnelle, vous êtes dirigée vers une matière scientifique ? Effectivement, ça part déjà d'une motivation personnelle, que ça soit, on est bien encadré par la famille et puis on est un peu motivé par nos thématiques, etc. Donc on vise un peu haut. Mais effectivement, il y a toute une partie où on réfléchit d'abord. On a tendance, nous les filles, à anticiper un peu notre vie en disant que je veux des enfants, je veux une famille, etc. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que je suis prête à retarder tout ça? Et après, est-ce que ça vaut la peine surtout que je retarde tout ça? Est-ce que ça serait pas bien pour moi d'avoir mon diplôme et d'aller me
diriger vers n'importe quel métier qui me va en quelque sorte, mais qui m'arrange aussi par rapport à certains paramètres. C'est composer Ouais. la sphère privée et personnelle Exactement. avec le professionnel. Après, ce qui vient aujourd'hui, moi je fais partie actuellement de l'association Prodoc des doctorants, où je vois un peu le comportement des doctorants, des nouveaux doctorants, et on se rend compte que finalement il y a pas mal de jeunes filles qui s'intéressent par la recherche et qui sont même, en termes de nombre adhérents à notre association, qui sont assez nombreuses. Donc elles s'investissent même dans des mouvements où elles veulent aller plus loin, participer à l'évolution, que ce soit de l'université de Corse ou des laboratoires. Et ça, c'est prometteur. C'est-à-dire, certes, on est peu, mais on est assez efficace. Au détriment, bien sûr, d'un certain sacrifice personnel qui est quand même, par rapport aux hommes, on donne un peu plus, on va dire. Elisabeth, sur ce point, alors cette sous-représentation des femmes et les causes, les facteurs de cette sous-représentation. En plus, il faut faire attention parce que quand on prend les chiffres globaux, on arrive à des chiffres de représentation de femmes qui sont aux alentours de 30%. Oui. Mais quand on prend secteur par secteur, l'agronomie, la chimie, il y a beaucoup de femmes, alors qu'on prend la mécanique, des choses beaucoup plus... la productique, l'informatique, on tombe sur des taux qui sont aux alentours de 10%. Et en plus, c'est un cercle vicieux parce que moins les filles ont de modèles féminins dans ces secteurs-là, moins elles ont envie d'y aller. Plus elles sont dans une représentation de métiers masculins. Donc c'est un cercle vraiment vicieux. Donc il y a vraiment un enjeu de représentation des femmes dans les secteurs un peu des sciences dures, la physique, les maths. C'est quelque chose d'essentiel, quoi. Parce que moins les petites filles verront de femmes qui arrivent, qui ne sont pas la caricature de la femme scientifique, avec des grosses lunettes, moches, pas féminines, qui n'a pas d'enfants, plus elles auront envie d'y aller, quoi. C'est un vrai enjeu de représentation. Est-ce que vous sentez, vous, une responsabilité par rapport aux plus jeunes filles, de modèles ou d'exemples, en tout cas? Est-ce que vous imaginez aller peut-être, je ne sais pas si ça se fait avec les professeurs de l'université ou les doctorantes, aller dans certaines classes, au primaire, voire au secondaire, parce que c'est là aussi que l'orientation se joue? L'enjeu, il est vraiment tôt. Et pour dire, je me sens une responsabilité parce que j'ai fait une présentation chez des CM2 où je travaillais dans le secteur spatial et je travaillais sur des capsules qui emmenaient des rovers sur Mars. Donc le petit rover, là, Curiosity et tout. Et j'avais montré que je faisais ça avec toutes les études techniques qu'il y avait avec. Et à la sortie de la présentation, il y a une petite fille qui est venue et qui m'a dit « Mais moi aussi, je peux faire ça. » Et rien que de ce témoignage, ça m'avait beaucoup touchée parce que je dis, j'ai pas perdu ma journée. S'il y en a une qui se dit « Je peux être ingénieur, je peux travailler dans ces domaines où on glorifie le mal blanc, hein, je veux dire, c'est un peu ça. Ça, c'est gagné. Donc je pense qu'on a une vraie responsabilité. Bon, on ne va pas changer le monde toute seule avec nos petits bâtons, mais c'est vrai qu'on a une vraie responsabilité. Nathalie, à l'université, c'est un peu tard pour agir. Il faut... Jamais trop tard. D'accord, très bien. Non, clairement, il n'est jamais trop tard. Effectivement, le rôle des modèles est fondamental. Et certainement que la trajectoire prise par la fille de Marie Curie n'a pas été anodine et que le modèle qu'a pu jouer cette femme dans sa vie a probablement conditionné sa trajectoire professionnelle. Et effectivement, moi je suis enseignante en sciences de gestion, plus spécifiquement en entrepreneuriat, où j'essaye d'accompagner les jeunes vers les compétences entrepreneuriales, les rendre plus entreprenants. Et en fait, dans ce cadre-là, on a effectivement comme objectif de sensibiliser aussi une part très significative de femmes. Et on se rend compte que le modèle est très important pour inspirer, pour décomplexer, pour arrêter un petit peu cette autocensure, parce que souvent les femmes se disent elles-mêmes « Non, je ne suis pas capable, donc je ne vais pas y aller parce que je n'en suis pas capable ». Il y a de l'autocensure. Il y a énormément d'autocensure. Ça, c'est certain. On n'ose pas, on attend que tout soit parfait avant d'oser timidement demander quelque chose, alors que l'homme, lui, il va être plutôt dans la big picture, ça y est, on y va, grosso modo, le champ des possibles est ouvert. Les traits sont tracés et on peut avancer. Je suis là quand même. Non, mais c'est pas du tout, pas du tout un défaut, au contraire. Il faut aussi, à un moment donné, savoir lâcher le détail pour pouvoir avancer et tracer la route. Mais pour le moment, il y a encore une marge de progression assez importante. Aïcha, on a beaucoup parlé avec le mouvement MeToo, entre autres, du sexisme dans le milieu professionnel. Est-ce que vous en avez souffert ou est-ce que vous en souffrez ?
Franchement, personnellement, non, mais je pense que c'est dû aussi à un certain caractère où on cible un peu, on s'apprête un peu, on se fait une carrure quand on arrive à l'université. Déjà à partir des master 2, on est un peu sûr de ce qu'on fait. Et puis ici, on a l'avantage d'avoir un contact direct avec les profs. Et donc là, à certains moments, on a une assurance, on est rassuré. Vous savez à quoi vous vous attendez un peu? Franchement, oui, ça encourage. Moi, personnellement, pour faire ma thèse, mes professeurs de M2 m'ont beaucoup poussé, m'ont rassuré en quelque sorte pour faire cette thèse. Et après, par la suite, bien sûr, au cours de la thèse, on a des hauts et des bas, mais ça n'a pas de lien avec ce type de comportement. En tout cas, pour moi, et pour mes collègues aussi, mes jeunes collègues, je n'en ai pas rencontré. Mais éventuellement, peut-être dans d'autres universités, à plus grande échelle aussi, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, l'instinct de survie pousse les femmes à créer leur propre activité, je dirais, puisqu'elles sont peut-être moins recrutées ou moins valorisées dans les filières scientifiques. Et c'est votre cas. Elisabeth, vous avez créé votre entreprise. Oui. Donc, c'est pour l'ingénierie relative aux énergies. Oui, c'est tout ce qui est maîtrise de l'énergie et respect de l'environnement dans le bâtiment, en neuf ou en rénovation. Ça vous a fait peur de passer le cap en tant que femme ? Non, pas spécialement, mais non, j'ai pas eu peur, non. Et vous l'avez fait parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance pour vous à la base, c'est ça? Ou non, vous avez décidé quand même de le faire quoi qu'il arrive? En fait, c'était une question de survie professionnelle dans le sens où j'ai travaillé dans des grosses entreprises sur le continent et pour travailler en Corse, c'était pas possible. Donc en fait, j'ai créé ma structure ici et j'ai travaillé pour les structures sur le continent pendant un certain temps. Donc c'était vraiment une question pour continuer à valoriser mon savoir-faire et mon métier. Voilà, l'idée, elle était là, quoi. Alors, ce printemps, deux députés, Céline Calvez et Stéphane Viry, ont rédigé un rapport parlementaire sur les femmes et la science. Et le constat est là encore assez alarmant parce qu'il montre un recul de la représentation féminine dans bon nombre de domaines scientifiques, comme par exemple l'intelligence artificielle et le numérique. Alors, quand on sait l'importance qu'a déjà le numérique dans nos vies et puis l'importance que cela aura demain, est-ce que ce n'est pas inquiétant dans le sens où on imagine le monde de demain sans la moitié de l'humanité, quoi, tout simplement. Aïcha, je vous vois hocher la tête. Oh, oui, oui, effectivement, je pense que ce genre de domaine demande une certaine concentration particulière. Moi, j'ai des collègues qui sont des garçons dans ce genre de domaine. Je m'intéresse beaucoup à savoir ce qu'ils font. Et quand ils nous renvoient tout ce qu'il y a à faire comme travail, que ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire, je ne dis pas que mon domaine ne prend pas de temps, mais je suis habituée par ce que je fais, donc je sais m'organiser. Mais quand on ne connaît pas la recherche et qu'on veut entrer dans le domaine, on est tout le temps en se questionnant sur nos capacités, effectivement, et de savoir si on est capable ou pas de le faire. Et apparemment, ces domaines nous paraissent un peu compliqués en termes d'algorithmes, de tout ce qui va avec. Oui, mais on sait quand même que les pionnières en informatique étaient des femmes. Enfin, les pionniers étaient des pionnières, avec Ada Lovelace pour le code, notamment. Oui, donc éventuellement, oui, il y a des courageuses qui foncent, certainement, on peut le faire. Mais est-ce que cela est assez bien diffusé pour qu'on puisse savoir si on peut foncer ou pas? Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas très informé sur le contenu de la recherche là-dedans. Alors, Nathalie et Elisabeth, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, comment on change la donne? En quelques mots. Alors, on monte au pouvoir. Le numérique, déjà, a été un vecteur qui nous a beaucoup aidé parce qu'il nous permet de déstructurer notre temps de travail. Et du coup, parce que pendant longtemps, la carrière des femmes s'arrêtait à 35 ans. À partir du moment où elles avaient des enfants, ça devenait très compliqué. Et donc, de pouvoir déstructurer le temps de travail, de travailler un peu la nuit, un peu le week-end, et en même temps d'être là pour aller récupérer les enfants à l'école, ça a été très important. Et ensuite, le législateur a aussi un rôle à jouer, parce que sans les lois, pour donner un petit coup de pouce, pour favoriser, il y a des tas de missions qui ont été créées par-ci par-là. Le CNRS a une mission, égalité hommes-femmes, etc. Et donc le législateur aussi a un rôle à jouer là-dedans pour donner un coup de pouce, pour renforcer cette égalité. Elisabeth. Je reviendrai sur le rôle des modèles, dans les médias, la représentation des expertes, dans les sciences dures, la physique, les maths, qu'on voit plus de femmes, quoi. Je pense que c'est vraiment par ça que les filles pourront s'identifier, auront envie, quoi.
Bon, on va conclure, qu'est-ce que vous en pensez hein? Alors, Elisabeth, Nathalie, il ne nous reste pas beaucoup de temps, vous avez 30 secondes chacune pour répondre pour nous dire pourquoi les jeunes femmes qui nous regardent ne doivent pas avoir peur de s'engager dans les sciences. On commence par vous, Elisabeth. Je pense que c'est un domaine qui n'est pas plus difficile que les autres, où celles qui ont envie, qui ont l'esprit logique, qui peuvent faire des maths, elles peuvent s'amuser. C'est des domaines où on peut vraiment s'épanouir. Et il n'y a pas plus de difficultés quand on va faire des maths ou de la physique ou des sciences de l'ingénieur. Dans la vie professionnelle, on peut s'organiser de la même façon que dans n'importe quel autre domaine. Donc ça n'est pas du tout un frein. C'est juste une histoire qu'il faut y penser, il faut oser. On peut faire des trucs passionnants, envoyer des satellites, envoyer des choses sur Mars et on peut être une femme. C'est possible. Ou même calculer des bâtiments, concevoir des systèmes de climatisation et être une femme. C'est pas impossible et c'est pas plus difficile que dans d'autres domaines. Dans le soin, être infirmier, être docteur, c'est pas plus difficile. Nathalie ? Oui, tout à fait. Effectivement, la science, c'est vraiment passionnant parce qu'on a la possibilité d'essayer de trouver des clés pour mieux comprendre le monde et quand on voit combien les choses deviennent complexes, ça bouge très très vite, etc. Et donc de pouvoir prendre ce temps suffisamment long pour comprendre, pour essayer d'impacter, de faire des propositions qui soient opérationnels rapidement, c'est mon cas sur les sciences de gestion, en management, ou à plus long terme parce qu'on va être sur de la recherche plus fondamentale, c'est des métiers qui sont vraiment passionnants et les femmes sont aussi capables que les hommes, sans aucun doute sur le sujet. Elles n'ont aucun doute à avoir. Aïcha, est-ce que les femmes doivent avoir peur de s'engager ou pas? Non, pas du tout. Au contraire, il faut foncer justement. Il faut, même si on a un peu peur au départ, c'est normal. Moi, je l'avais quand j'étais tout au début du parcours. Et finalement, quand on fonce un peu et qu'on adore le sujet ou la thématique sur laquelle on travaille, normalement, on est censé être motivé en sachant que c'est des métiers très attractifs actuellement. C'est la tendance. Donc, il faut foncer là-dessus. Je pense qu'il faut pas hésiter. Et vous nous rappelez l'intitulé de votre thèse? Moi, ça me fait toujours rêver, ça. Ouais. Moi, je fais une thèse en sciences économiques. Je travaille sur les méthodes d'évaluation de la gestion dans les aires protégées. Donc, on essaye justement de modéliser une méthode qui fait qu'on juge l'efficacité, l'efficience de l'intervention des gestionnaires au niveau et au milieu biologique et écologique. Et je pense que travailler aussi sur tout ce qui est digital, informatique, etc., ça peut être dans la même réflexion. C'est-à-dire, on part d'un point, on veut améliorer, innover. Et c'est un milieu, en plus, on peut innover. Il y a plein de choses. Je pense que c'est l'une des motivations qui reste très ancrée. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, mesdames. Hein. Nous, on se retrouve juste après le journal dans la troisième et dernière partie de Viano avec Francine Massiagne, Félie et Tchétché Buteau. Rien que ça, on va se régaler après.